Bonjour chers motonautes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de À vos marques où on rend visite donc au concessionnaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Stéphane Hadadj qui est le patron de National Moto. Alors National Moto pour les motards français c'est peut-être avant tout la Fireblade jaune et bleue. On sait que vous êtes engagé en endurance depuis très longtemps, depuis 71. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la genèse de tout ça? Oui, bonjour déjà à toutes et à tous. En effet, la National Moto a été créée par mes parents en 1969 et la genèse de la compétition, c'est tout simplement est née en 1971 Mm. pour faire connaître justement la concession, faire connaître les préparations que faisaient mes parents sur les motos de série à l'époque Ouais, et pour pouvoir améliorer les motos japonaises, hein, d'accord. puisqu'on Ouais. était aux prémices de l'arrivée des japonaises en France. Et donc voilà comment tout a commencé, notre engagement en endurance à partir de ce moment-là. Alors, vous êtes vraiment engagé dans la compétition et de manière suivie, intense. Et il n'y a qu'une année où ça ne l'a pas fait, malheureusement, c'était en 2016 en termes de budget. Qu'est-ce que ça représente pour vous, une participation donc, à ces 24 heures au bol d'or, d'engager une moto en compétition? Déjà la passion et le sport, hein, parce que Ouais. c'est quand même avant tout pour ça qu'on le fait. Ça reste un sport extraordinaire, un sport d'équipe pour lequel il faut réunir des gens pour une bonne partie de toute la France, Mm. sur un moment très court, mais avec un engagement intense et quasiment un engagement de professionnel Mm. pour des bénévoles, car le team est constitué uniquement de bénévoles. Et donc, par rapport à tout ça, c'est vrai que c'est l'alchimie et l'intensité du sport qui est extraordinaire. Ouais. Après, bien sûr, vous vous doutez Et bien, ça a un coût quand même. ça a un coût, et Ouais. puis il y a une notion d'histoire, Ouais. hein, de continuer l'histoire qu'a écrite que mon père et mes parents, parce que ça fait aujourd'hui plus de 50 ans Il y qu'on a est un en. héritage Voilà, il à y a un respecter. héritage à respecter qui est parfois difficile à Mm. porter, faut être honnête. Mais voilà, on essaye coûte que coûte de continuer avec mon frère Eric à faire rouler des motos jaunes et bleues, à les faire briller quand on le peut, grâce à nos bénévoles, nos équipes et bien sûr nos équipes de la concession, Mm. hein, parce que la concession, c'est quand même elle qui tient les bourses Ouais. Ouais, ouais. de notre engagement en compétition. Donc voilà, le but est de continuer à faire plaisir aux gens. Alors en 2021, vous avez remporté les 24 heures du Mans dans la catégorie Super Stock. C'était une nouvelle catégorie pour vous. Est-ce que c'est plus important de gagner en Super Stock que de rouler et éventuellement accrocher un top 10, un top 5 en catégorie Rennes EWC? Alors, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, Mm. d'aller en catégorie super stock, parce que le WC coûte de plus en plus cher. Mm. Il a fallu trouver le bon moment pour se dire de changer. Mm. Et c'est arrivé l'année dernière avec l'arrivée de la nouvelle Fireblade, qui est quand même une moto extraordinairement bien née. Mm. C'était un pari, hein, au départ, hein, de se lancer avec cette nouvelle moto. Mais le pari a réussi et on fait partie des seuls teams qui ont gagné les 24 heures du Mans en toute catégorie et en OWC. Alors ça, c'était la victoire au scratch, c'était en 2006. Ça reste votre Exactement. plus beau fait d'armes, votre plus belle victoire? Ah bah c'est clair, une victoire aux 24 heures du Mans, c'est juste extraordinaire, Mm. surtout devant les motos d'usine après une course de 24 heures. N'oublions pas que l'endurance reste un sport extrêmement difficile Mm. pour les pilotes, les équipes, parce que c'est énormément de préparation, énormément d'engagement avant la course. Et une course de 24 heures, c'est très long et il peut arriver beaucoup de choses, hein, jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, c'est aussi une part de chance, hein, une course d'endurance. Mais voilà, mais ça nous a souri l'année dernière et on a pu gagner les 24 heures du Mans. Alors en 2022, le championnat était de retour à Spa pour Exactement. 24 heures de course. Vous n'avez pas couru 24 heures Non, malheureusement. bah c'est la course, ça, Ouais. voilà, ça en fait partie. On a pris un projectile qui est venu percer le radiateur malgré la protection qu'on avait. Mm. Voilà, la moto a chauffé, elle s'est arrêtée et bah, il a fallu se résilier, abandonner. C'est toujours extrêmement difficile parce qu'il y a un travail derrière tout ça et puis un engagement. Mm. Voilà, maintenant il faut rebondir et puis il faut repréparer le bol d'or. Il y a le bol. Voilà. Exactement. Ouais.
En plus, c'est 100 ans du bol d'or, donc Ça va être sympa. On espère, tout à fait. Vous êtes partenaire aussi depuis la saison passée de l'Institut national du cycle et du motocycle, qui est au Bourget, Ouais. et également du GARAC, le groupement d'apprentissage de la réparation automobile et du cycle. C'est important pour vous de transmettre un savoir, transmettre des valeurs. Et puis, est-ce que ça coûte moins cher Non, parce que ça reste du bénévolat. Ouais, Donc de d'accord, toute ok. façon, Et ça n'a pas d'influence sur le financière. budget? Mais si vous voulez, on a toujours, nos bénévoles étaient des gens qui venaient de tous horizons, enfin qui viennent de tous horizons, et on a toujours eu des bénévoles qui ont constitué le team. Et on a toujours aimé transmettre, ça fait partie aussi des valeurs de l'endurance. Sauf que c'est vrai que depuis 3 ans, on a toujours pris des apprentis pour les former en mécanique, là pour nos métiers de la concession. Mais c'est vrai qu'on a voulu l'ouvrir un peu plus aux jeunes. Et grâce à notre partenariat avec l'INCM, l'Institut national du cycle et du motocycle au Bourget, et au Garac, à Argenteuil, on a voulu donner cette chance à ces jeunes pour leur donner plein d'étoiles dans les yeux, parfois des larmes. Ouais, Ça arrive aussi quand le résultat n'est pas là, mais leur transmettre en fin de compte notre savoir et puis leur faire vivre quelque chose que peut leur apporter la moto, car on reste un métier extraordinaire et je pense que c'est important d'essayer de transmettre ces valeurs à ces jeunes qui arrivent dans un monde inconnu avec plein d'incertitudes et pour lequel il faut leur faire confiance, parce que voilà, il y a des engagements, mais on essaye de trouver le bon équilibre pour que la transmission puisse se faire dans les meilleures conditions, mais qu'aussi puisse nous apporter leur vision des choses et leur jeunesse. Ouais. C'est important. Et il y a, dernière question au sujet du team, il y a une dimension caritative qui vous tient plus à cœur, c'est-à-dire que vous avez noué un partenariat avec l'Agence de la recherche contre la SLA, la maladie de Charcot, Lou Gehrig, outre-Atlantique. C'est la maladie qui a emporté votre papa il y a déjà 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi un peu? Ouais, c'était quelque chose que je souhaitais faire depuis longtemps. Je vous avoue, j'hésitais grandement à les contacter. Et puis cet hiver, j'ai pris le temps de le faire et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Alors j'avais connu l'association pour que mon père puisse en bénéficier. Et là, je voulais les aider d'une façon ou d'une autre. D'accord. Et notre façon de les aider, c'est de communiquer sur cette association qui aide les malades et les familles, car ils en ont vraiment besoin. Et donc, on essaie déjà de faire connaître cette association qui existe et qui apporte un vrai soutien. Et aussi, ça a été une manière pour nous de contribuer et de justifier notre engagement en compétition en les aidant financièrement. Et voilà, et on continuera bien sûr pour le bol d'or. Et j'invite les gens vraiment c'est toujours délicat de demander à nos clients ou à nos fans de donner, mais soyez sensibles parce que c'est une maladie orpheline et il y a de nombreux cas, il y a plusieurs centaines de cas en France par an et ça reste extrêmement douloureux à vivre pour les malades mais aussi pour les personnes qui les accompagnent. Ouais. Ok, le message est passé. On va passer maintenant un peu plus sur la partie commerciale de la concession nationale moto. Oui, avec plaisir. Alors, parlons de cette concession qui a ouvert en 1969. Exactement. C'était l'année de la sortie de la CB 750, la Ford. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'était On ne s'est jamais volontaire? posé la question dans ce sens-là. En tout cas, moi, j'étais pas né, donc Ouais. je ne peux pas répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que mes parents étaient tous les deux passionnés de moto. Et ils ont décidé un jour, voilà, mais c'était l'époque où on pouvait faire les choses assez facilement. On entreprenait plus facilement. Exactement, et ils se sont dit, au même endroit, voilà, c'était ici, sauf que le bâtiment n'était pas le même. Tiens, il y a un local à louer, et on se met là, on va essayer de vendre des motos et puis faire plaisir aux gens et en même temps allier notre passion à notre métier, voilà. Ouais. C'était pour certains, enfin pour beaucoup, c'était l'âge d'or de la moto. Tu viens de le dire, tu n'étais pas né, tu es de 72, je ne veux pas trahir de secret, Non, mais c'est pas grave. est-ce que tu as quand même, malgré tout, une nostalgie de cet ancien temps, des anciennes motos? Je peux pas dire ça parce que moi j'essaye d'être optimiste sur l'avenir. On a quand même des motos aujourd'hui extraordinaires. On a eu des motos extraordinaires en leur temps. Je pense que oui, c'est toujours agréable de voir des vieilles machines,
Mais nous qui commercialisons des motos tous les jours, quand on reconduit une ancienne Goldwing ou une nouvelle Goldwing, quand on conduit une CBR 1000F ou une nouvelle NT 1100, Ouais. enfin, on sait juste, les nouvelles motos sont juste extraordinaires. Mm. Donc voilà, faut vivre avec son temps et je pense que elles ont eu leur belle époque. On peut avoir le goût de la nostalgie, mais nos motos sont quand même extraordinaires aujourd'hui, quoi. Depuis quelle année as-tu repris l'activité donc Moi, je en travaille dans vrai? la moto depuis 30 ans. Ouais. Voilà, un peu plus de 30 ans maintenant. Et quelles ont été pour toi les meilleures années, les années fastes pour National Moto? Et on a eu de belles perspectives quand on, enfin, pardon, de belles évolutions quand on a fait les travaux qui ont duré presque 3 ans. On Mhm. a vécu sous les tentes. Enfin, la concession a toujours été en mouvement. C'est Ouais. vrai que moi j'y travaille depuis 1990 et ça a toujours été en perpétuel renouvellement, rénovation. Donc, je ne vais pas dire que ça a été facile. À chaque temps, ce sont été ses complications. Mhm. Euh, on va pas parler des 2 dernières années qui sont particulières, Ouais. mais non, en effet, on a toujours essayé d'avancer sans se poser de questions sur c'était mieux avant. Non, non, non. On travaille pour nos collaborateurs, pour nos clients, et on essaye d'avancer. Alors, on va quand même un tout petit peu parler des 2 années précédentes. Ouais, Si, parce qu'il y a un bon point quand même. Honda est redevenu tout numéro à fait, un c'est vrai. en France. Ça faisait 26 ans que ce n'était pas le cas. C'était des Bleus avant qui étaient devant. Et au sortir des confinements, Honda a déclaré que tous ses produits étaient garantis 5 ans. Est-ce que ça a boosté les commandes? Est-ce que ça en a rassuré certains? Est-ce que c'est un argument de vente vraiment frappant, Ah, c'est un argument de convaincant? vente, c'est clair. C'est évident que le fait de garantir les véhicules 5 ans, les gens, déjà la marque avait une notoriété de Mhm. sécurité et de fiabilité. La garantie 5 ans ne fait que le confirmer. Ouais. Et ça nous a aidé inéluctablement dans notre façon de commercer. Maintenant, on a aussi quand même une gamme actuellement qui est juste extraordinaire. Moi qui vends des Honda depuis 30 ans, on a des modèles à succès sur tous les segments. Mhm. Les clients adorent nos modèles, reviennent nous voir avec le sourire. Donc c'est hyper plaisant de pouvoir commercer avec cette marque aujourd'hui. Alors, à l'inverse, je suis désolé, il faut l'aborder aussi. Il y a eu des petites hausses de tarifs dernièrement. Comment est-ce que ça a été saisi, interprété, reçu par la clientèle? Alors, c'est toujours difficilement reçu, mais les hausses de tarifs ont été plutôt maîtrisées chez Honda. On est d'ailleurs honnêtement surpris de ne pas avoir une inflation plus Ouais, importante, hein, des ouais. prix. On a dû avoir à peine une augmentation depuis 2 ans, Mm. donc c'est extrêmement restreint. Est-ce que ça durera? Personne ne le sait, en tout cas pas le réseau. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'Honda a été une des marques qui a le mieux maîtrisé les prix au public, surtout ces 6 derniers mois, c'est clair. D'accord. Tu le disais au niveau des produits, il faut vivre avec son temps. Au niveau des modes d'achat aussi, ça a changé. Est-ce qu'il y a plus de location désormais? Quel est le mix entre l'achat Oui, on pur? fait de plus en plus de locations longue durée, ça c'est clair, voire même des locations courte durée, hein. Ouais, On travaille avec Envie de rouler ouais. et c'est vrai que c'est important d'apporter différentes solutions à nos clients. Mm, Mais il y a 10 ans, on faisait 95% de crédit. mm. Aujourd'hui, il y a un mix quasiment 50% de leasing ou LLD et D'accord. 50% de crédit, bien Ouais. entendu. Et en termes de LOA, donc avec option d'achat, combien de clients conservent le véhicule? Est-ce que ça... Assez peu en fin de compte, Ouais, parce que les gens c'est renouvellent. négligeable, hein. Déjà, on était sur un marché quand même où les gens renouvelaient régulièrement leurs deux roues, parce qu'ils voulaient avoir le dernier Mhm. modèle, parce qu'ils ne voulaient pas forcément faire des gros entretiens. Donc on a cette chance Conserver la d'avoir garantie aussi. conservé la garantie. Ouais. Donc on a cette chance où les clients renouvelaient régulièrement. Maintenant, de toute façon, euh, l'actualité produit fait que les gens ont cette envie de Ouais. renouveler régulièrement. Ouais. Est-ce que ça durera ou pas? Est-ce que les prix vont permettre cela pour les clients ou pas? Je ne peux pas y répondre, mais en tout état de cause, jusqu'à maintenant, ça a été le phénomène qu'on a retenu. Est-ce que à la rigueur, il peut y avoir un phénomène un peu vicieux entre guillemets, c'est-à-dire que les gens s'attendent à avoir des nouveautés toutes les 2, 3 ans pour rebondir sur un nouveau modèle qui leur plairait plus. Est-ce que ça a changé la manière de consommer des motards? Bah, c'est surtout la marque qui doit comprendre qu'on a besoin de ces renouvellements. Non, c'est ça, oui. Oui. Voilà, parce que nos clients sont demandeurs. Mm. C'est vrai que une moto, on peut la consommer assez facilement.
avec un coût assez maîtrisé. Mm. En voiture, les prix sont juste stratosphériques, Mm. donc on n'est pas du tout sur les mêmes marchés, et on reste une solution de mobilité de toute façon, aussi Ouais. bien pour le loisir et le plaisir que pour aller travailler au quotidien. Donc j'estime vraiment que les marques ont tout à gagner à avoir un renouvellement en permanence de leur modèle et apporter une actualité de produit pour que les clients puissent se faire plaisir. Ouais. Il y a eu des pénuries, on le sait, des composants, on parlait beaucoup des semi-conducteurs, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a les plastiques, il y a tout ça, l'acier. Est-ce que ça a eu des conséquences directes, j'imagine, oui, sur la concession? Est-ce que ça a dopé aussi les ventes d'occasion? Est-ce que du coup l'occasion se retrouve en rupture de stock également? Je sais que sur le site de Team de National Moto, j'allais dire le team, il n'y a pas beaucoup d'occasions, Ouais, hein. ouais, ouais. Bah, malheureusement, on est pauvre puisque les motos qu'on ne livre pas neuves, avec des reprises, bah, les gens conservent leurs reprises le temps d'avoir leur nouveau véhicule, Mm. ce qui appauvrit notre parc occasion. Alors on peut toujours aller en chercher, mais déjà c'est plus le même métier, même s'il faut s'y adapter. Et puis l'automobile a tellement déstabilisé le marché en termes de prix de VO, véhicules d'occasion, que parfois les prix sont extrêmement déraisonnables. Mhm. Donc à un moment donné, quand on voit sur certains sites internet où le prix d'une occasion en XADV vaut quasiment le prix du neuf, Ouais. bon, il n'y a, il y a plus réellement de raison Mm, là-dedans. mm. Donc c'est vrai que la pénurie est là, l'occasion reste un marché quand même qui nous aide à tenir actuellement, mais avec malheureusement une offre qui est faible. D'accord. On va parler du neuf, Ouais, justement. On va parler de l'actualité produit. très bien. Parlons d'une moto qui promet beaucoup, mais qui n'est pas dispo chez vous, et pour une bonne raison, c'est qu'elle n'est pas encore commercialisée. C'est la Hornet. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos-là? Alors j'en sais pas beaucoup plus que vous, très Ouais, clairement. On sait que cette moto sera présentée prochainement, probablement avec main. d'accord. Que Honda en attend beaucoup pour 2023. Ouais. Donc nous aussi, Ouais. qu'une Hornet revienne dans la gamme, c'est juste extraordinaire. Moi qui ai vendu des Hornets il y a bien longtemps, Par wagon. par wagon, voilà, c'est une moto qui est restée extrêmement longtemps dans l'esprit collectif, Ouais. malgré qu'elle a été arrêtée il y a près de 10 ans maintenant. Ouais. Et on est tout à fait heureux qu'Honda utilise son histoire, ses modèles, Cette appellation. cette appellation. Mm. Voilà, on a une tellement belle gamme et qui, avec des modèles qui ont marqué l'esprit des gens, de pouvoir continuer cette histoire avec de nouveaux modèles, bah, au contraire, c'est très bien. Comment est-ce qu'elle pourrait s'intégrer dans la gamme? Parce qu'il y a déjà au niveau des rosters une gamme très fournie avec les CB-R 125, les 650, 50, ouais, tout à fait. les 1000. Euh, Est-ce qu'il y a de la place pour une Hornet, quelle que soit Cylindrée. sa cylindrée? Est-ce qu'il y aurait la place pour plusieurs Hornets peut-être? On ne sait pas. Alors, il y aura la place de toute façon pour une Hornet, c'est évident. La CB650R aujourd'hui sort depuis plusieurs années. Hmm. Est-ce que l'idéal, c'est que la Hornet soit en 750 cm3 ou Ouais. qui nous permette d'avoir une moto intermédiaire avant la CB1000R. Hmm. Donc en tout cas, on espère beaucoup de cette nouvelle moto. Ouais. Honda, encore une fois, nous sort des modèles à succès depuis plusieurs années maintenant. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas un. La CB 1000R, pour rester dans le roster, elle continue sa, j'allais dire gentille carrière, sa belle carrière en fait. Ouais, tout à fait. Est-ce que, parce que par rapport à des européennes, c'est vrai qu'elle est un peu en retrait en termes de puissance maxi sur la fiche technique, c'est pas la plus pointue. Est-ce que décaréner une Fireblade, ce serait une bonne solution, en tout cas pour vous ou pour le marché français? Ah, pour le marché, oui. Pour nous, concessionnaires, oui. Parce que c'est vrai que la CB Miller a toutes ses qualités. Mais encore une fois, on en parlait tout à l'heure, il y a besoin de renouvellement, il y a besoin d'apporter d'autres nouveautés au marché. Honda a créé l'XADV qui n'existait pas sur une niche qui n'existait pas Hmm. et qui est devenu un best-seller. Donc on est probablement la marque qui osons le plus de choses. Donc qu'ils osent. Et puis je pense que les gens seront fans, il n'y a pas de raison. Et pour boucler donc le tour sur les roadsters, la CB 125R, c'est tout simplement la 125 la plus vendue en France. Cependant, nous qui regardons vraiment les chiffres mois par mois, on s'aperçoit qu'elle fait un yo-yo incessant au niveau des livraisons. Comment ça se passe? Est-ce qu'elle est bridée cette moto un peu commercialement? Non, plus d'approvisionnement ferait plus de ventes, Ouais, tout simplement. Je ouais. crois qu'on vit des moments extrêmement difficiles en termes pour Honda de logistique, de fabrication, on en parlait tout à l'heure. Inéluctablement, il y a des modèles qui sont plus touchés que d'autres.
Donc voilà, donc les parts de marché des marques concurrentes comme Donda fluctuent en fonction des arrivages. Et le but, c'est d'essayer d'honorer le maximum de commandes. On est sur un marché actuellement où il y a plus de demandes que ce qu'on peut offrir comme moto. C'est du jamais vu. Enfin, moi qui, encore une fois, vends des motos depuis 30 ans, refuser des ventes, perdre des ventes, c'est pas dans notre état d'esprit. On est là pour accompagner les gens dans leur désir d'avoir un deux roues. Aujourd'hui, on essaie simplement d'essayer de leur fournir le deux roues qu'ils ont commandé. Un petit mot, j'allais oublier, de la CB 125F, simple, efficace, en deux mots. Simple, efficace, économique. Je veux dire, s'il y a bien une moto économique anti-inflation, c'est bien celle-là. Donc elle a toute sa place dans la gamme et je pense qu'il en faut aussi pour tous les prix, pour que chacun puisse avoir le deux roues suivant son budget ou suivant le budget qu'il a envie d'y mettre, tout simplement. Pourquoi je parlais de la CB 125F, c'est un petit peu pour parler de l'opposé de la gamme, la Fireblade, la CBR 1000 RRR, avec beaucoup de R. Hein. Avec beaucoup de R, on doit le reconnaître. Mais ça reste une CBR 1000. Oui. Est-ce qu'elle se vend bien chez vous, sachant que vous êtes une concession très urbaine? Est-ce qu'elle se vend? Est-ce que votre implication aussi dans l'endurance se ressent dans les ventes ou pas? Alors, notre implication dans l'endurance, pour répondre déjà à cette question, se ressent dans notre commerce, ça c'est sûr. D'accord. Il y a des gens qui viennent nous voir par rapport à notre engagement, parce qu'ils savent que c'est les équipes qui travaillent dans la concession qui vont travailler sur leur moto, parce que ça donne une notoriété à la concession, donc c'est un réel plus, ça c'est évident. Voire même des anciens clients qui reviennent nous faire coucou pour nous féliciter de la victoire du Mans ou du podium ou tout ça. Donc ça reste un réel plus. Maintenant, pour revenir à la question de la CBR Miller, bon, les ventes d'Hypersport deviennent confidentielles aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, par leur prix déjà, qui lui par contre est exorbitant, il faut le reconnaître. Maintenant, on en vend un peu, ça reste pas notre meilleure vente, vous vous doutez bien, mais voilà, on se veut le parfait étendard de cette moto parce que déjà on fait la compétition avec et puis on essaye d'en parler le mieux possible et d'expliquer aux gens les vraies qualités de cette moto parce que c'est juste extraordinaire. Il y a une deuxième super sportive chez Honda, mais qui n'est hélas plus importée, toujours produite au Japon, mais pas importée en France, c'est la CBR 600RR. Alors après, on a envie de se dire, peu importe, finalement la CBR 650R se vend très bien en France, c'est même c'est la meilleure vente de petites sportives, on va dire. Oui, ça reste un modèle vraiment qui correspond à notre marché, sans tomber dans l'ultra-puissance, avec un coût acceptable en termes d'achat pour nos clients. Parce qu'une CBR, on le voit bien, avec la CBR 1000, les prix ne sont plus du tout les mêmes. Donc elle correspond à notre marché. Maintenant, c'est vrai qu'on a toujours le regret de se dire, bon, il nous manque une cylindrée intermédiaire de moyenne gamme, enfin de moyenne cylindrée, pardon, pour pouvoir conquérir les hypersportives. Qui soit une pure pistard. Voilà, qui soit une pure pistard. Maintenant, voilà, c'est le choix de la marque et faut le respecter, même si on a toujours envie qu'ils nous sortent une nouvelle CBR 600 ou CBR 650 ou CBR 700 qui pourrait nous donner de plaisir, voire que ce soit peut-être plus une motopiste, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi une nouvelle idée. Maintenant, voilà, aujourd'hui, le marché doit se contenter de ces modèles intermédiaires qui sont déjà plus faciles à assurer que les hypersports et qui sont surtout moins chers que les hypersports. D'accord. On passe au custom, sans transition. Vous avez un Rebelle 500, un Rebelle 1100 qui marche très bien. Il marchait très bien aussi dû à l'absence un peu d'un Américain de Milwaukee. Ils reviennent aux moyennes cylindrées. Est-ce que ça se ressent dans les ventes et peut-être même dans l'intérêt du custom en général? De toute façon, c'est toujours intéressant pour une marque comme Honda généraliste d'avoir des modèles custom. Donc on a la CMX 500, la CMX 100, la CMX 100 avec la boîte DCT ou mécanique. Donc on apporte aussi un nouveau mode de transmission à nos clients. Et c'est toujours important de pouvoir proposer un panel de motos le plus important possible à nos clients pour correspondre à leurs attentes, tout simplement. Et on en parlait tout à l'heure également pour les gens qui sont de plus petite taille, c'est important d'avoir des customs pour pouvoir avoir le plaisir de la moto sans forcément accessible à tout le monde. Voilà, très clairement. Il y a peut-être un tout petit manque, c'est en termes de grosses motos. On sait que les Américains aiment bien les gros V-twin, que ce soit Indian, Harley, etc. Est-ce que ce serait intéressant pour Honda d'avoir un gros custom? On a la Goldwing, on a la Bagger. Ouais. Voilà, hein, donc aujourd'hui on a la Bagger et la Touring sur la base du moteur de la 1800, 1800 cylindres à plat.
Donc juste un moteur extraordinaire. C'est souvent, comme je dis parfois à nos clients, l'aboutissement d'une vie de motard. Mhm. Il ne faut pas l'essayer, sinon c'est l'adopter. Voilà, c'est vraiment une moto extraordinaire qui a toujours été euh, l'une des plus belles réussites de la marque, que nos concurrents n'ont pas réussi à égaler, Ouais. malgré son prix, hein, parce que ça reste pour moi son plus gros défaut. C'est ça, mais il y a un petit paradoxe quand même, c'est qu'elle n'a jamais été plus chère, plus sophistiquée aussi, et jamais plus vendue en France. Oui, mais parce qu'elle est unique. Mm. Et encore une fois, la France, c'est le deuxième marché au monde de cette moto. Donc comme quoi, il y a une vraie culture de la moto loisir, de la Mm. moto plaisir, de la moto pour partir en En voyage. voyage, Et il n'y a pas que les Allemands pour ça, hein, il y a ouais. aussi Ouais, les ouais, Français, ouais, donc bravo. Et la Goldwyn en fait partie. Donc il y a aussi le marché de l'occasion qui est porteur pour pouvoir acquérir quand même une Goldwyn avec un peu moins de budget. ouais. Mm. Mais c'est vrai que ça reste une moto avec un très fort budget. Alors, on parlait de la taille. La taille ne compte pas toujours, hein, malgré ce qu'on peut croire. C'est-à-dire que le succès des CB500, que ce soit la version Trail X, Roadster R, Sportive, pardon, Roadster S, et Sportive R, ça fonctionne toujours très bien chez Honda. Oui, oui, oui. C'est vrai que quand la gamme 500 est sortie, beaucoup pouvaient en douter en se disant que c'était pas assez puissant par rapport à la Mm. concurrence, etc. Sauf que Honda a répondu parfaitement au marché d'avoir une gamme de cylindrée intermédiaire pour les permis A2. Mm. Il faut savoir qu'on la vend aussi beaucoup à des permis A, Ouais, hein, qui l'achètent par souci d'économie pour avoir d'accord. une mobilité compétitive en termes de prix. Le renouvellement de la gamme de cette année est juste magnifique, Mm. hein, avec son nouveau design, ses nouveaux équipements. Donc oui, on a plutôt, avec ces trois modèles, une très belle plateforme qui nous permet de répondre à tous les panels de clients et surtout à leur budget limité, parce que c'est aussi ça qui est important dans cette gamme. Il y a une moto qui est un peu plus discrète aussi, mais qui fonctionne bien, dont les ventes ont bien rebondi cette année, c'est la NC 750X. Cela dit, quand on regarde les ventes, il y a une Ténéré chez les Bleus qui est encore plus haut. Est-ce que vous plaidez pour un retour de la Transalp, par exemple? Ce serait juste extraordinaire, Ouais, hein. ouais. Déjà le nom, Il y a toujours de la demande? il y a toujours de la demande. Déjà le nom voilà, qu'on permettrait de continuer pardon, l'histoire de cette moto. Et puis d'avoir un travail de cylindre intermédiaire qui permettrait de concurrencer bien sûr la Ténéré. Ce Mm. serait juste parfait. On a des problèmes aussi d'approvisionnement sur ce modèle-là, hein. Mais quoi qu'il en soit, une nouvelle Transalp serait un pur bonheur. Et il y a le retour d'un mythe qui a été effectué il y a quelques années maintenant, l'Africa Twin. Malgré sa hausse de cylindrée, bon, elle reste très loin de la référence allemande à l'hélice. Est-ce que vous considérez que la montée en cylindrée était une bonne chose, ou est-ce qu'il aurait mieux valu rester à un point d'équilibre qui était peut-être plus pertinent sur l'Africa Twin? Non, je pense pas que c'était un problème de monter en cylindrée, bien au Mm. contraire, parce que Ouais. ça lui a apporté plus de coffre moteur, plus de plaisir à la conduite, parce que c'était quand même pour ça que Honda l'a fait, et c'est le plus important pour nos clients. Mm. Maintenant, avec l'arrivée de la nouvelle NT 1100 sur la même base, Ouais. on a quand même aujourd'hui deux modèles à succès, hein, et la NT 1100 est juste extraordinaire. Il faut reconnaître que son rapport prix aujourd'hui est l'un des mieux placés du marché. Ouais. Les gens sont extrêmement heureux d'avoir cette nouvelle moto et je pense que Honda là aussi a très bien joué pour pouvoir trouver le bon équilibre entre la demande client, un budget maîtrisé Mm. pour pouvoir correspondre au marché avec toujours en plus cette garantie de 5 ans, cet entretien espacé, etc. Hélas, la NT 1100 est un peu victime de son succès. Et combien de temps pour enfin, en recevoir une après, si on la commande aujourd'hui, par exemple? Si on la commande aujourd'hui, ce sera au mieux septembre-octobre, si D'accord. tout se passe bien. Ouais. Maintenant, vaut mieux être victime de son succès, mais Mhm. comme on disait tout à l'heure, on est sur un marché qui est inédit. Mhm. Avoir plus de demandes que ce qu'on peut offrir comme produit, je pense que toutes les marques préféreraient avoir plus de produits pour pouvoir honorer leurs commandes. Mhm. Donc le marché est là, les motards sont en France, on est probablement l'un des premiers marchés en Europe de gros cylindrés et je pense que voilà, on peut en être fier aussi pour notre passion et notre plaisir.
Alors, on a beau s'appeler moto-net.com, on s'intéresse aussi aux scooters. On a suivi les performances du Forza, qui est la meilleure vente tout simplement de scooter 125 depuis son arrivée en 2014-2015. 2015, Quels sont ses atouts face à la concurrence actuellement? Il correspond à la demande. Ouais. Il s'est renouvelé régulièrement. Honda, c'est vrai que le marché du scooter a été pendant très longtemps très stable. Ouais. Voilà, il n'y avait pas de nouveauté. Il y avait un modèle à succès qui était le X-Max. Ouais. Il Il y avait eu des tentatives de Honda, tout à fait, avec bien le sûr, S-Wing, avec exactement. Et puis Honda avait toujours été actif, a toujours été actif sur le marché de la 125 en termes de scooter. Maintenant, l'arrivée du Forza, après une étude des besoins des Européens, a vraiment répondu juste, a renouvelé totalement ce marché, l'a fait monter en gamme. Et le Forza continue sa performance, hein, on peut le dire très clairement. Donc c'est l'un des véhicules les plus vendus en France, c'est le scooter 125 le plus vendu. Donc belle performance et puis des clients hyper satisfaits parce que faire un produit à succès c'est une chose, mais que les clients soient contents et renouvellent par du Forza, c'est la plus belle récompense pour la marque. Donc oui, et heureusement qu'il y a cette clientèle scooter qui fait vivre une bonne partie des réseaux, hein, faut quand même pas l'oublier. Parce que sans cette clientèle scooter, le marché serait quand même plus du tout le même. Ouais. Donc oui, il peut y avoir des hypercentres où des concessionnaires vendent 80-90% de scooters, mais la plupart des concessions ont une bonne partie de motos, mais aussi de scooters. Et même la province a vendu le Forza, qui n'était pas le cas des anciens scooters chez Honda. Ouais. Donc il y avait une attente et Honda y a répondu. Oui, je précise, attention ceux qui ne le savent pas, le Forza 125 est assemblé en Italie. Est-ce que ça facilite les approvisionnements ou pas? Alors ça les a probablement facilité pendant de nombreuses années. Ouais. Là c'est vrai que c'est difficile à estimer parce que c'est un véhicule pour lequel on a encore de la demande très forte et pas assez de véhicules. Donc Honda met en place un maximum de process pour pouvoir les avoir rapidement, mais ça reste toujours de toute façon compliqué, vu la situation actuelle. Il y a un autre scooter, c'est le petit frère, le PCX, qui marche très bien en France. Cependant, son succès pourrait être limité. Alors, je ne parle pas de l'horizon 2035 avec la fin du thermique, mais ne serait-ce que le stationnement payant à Paris. Peut-être aussi le prix de l'essence qui flambe, même s'il est très sobre, ça peut réduire l'intérêt. Est-ce que vous souhaiteriez que Honda importe, parce que on ne le sait peut-être pas forcément en France, mais il y a un PCX électrique, il y a un PCX pourquoi pas hybride, une autre motorisation qui permettrait de continuer à vendre ce petit scooter-là. Bien entendu qu'on attend ça avec impatience, surtout en tant que concessionnaire parisien et d'Île-de-France. Maintenant, le PCX qui est sorti en 2010 a toujours été un véhicule quand même important dans la gamme, parce que déjà il apporte une mobilité l'une des moins chères, donc ne l'oublions pas, c'est un vrai plus. Ça permet à certains de nos clients de pouvoir quand même avoir cette mobilité en deux roues. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est que la mairie de Paris ne se rend pas compte que ces gens qui ont cette mobilité ne pourront pas acheter de véhicules électriques, qui vont être exclus, carrément. Donc, et souvent, c'est des gens à faible moyen. Donc, c'est assez incompréhensible de faire une campagne présidentielle sur le pouvoir d'achat et de l'autre côté, d'apporter une telle restriction à des gens qui ont des faibles moyens et qui vont plus avoir cette mobilité. Qui avait une solution et qu'aujourd'hui on va leur apporter un coût de stationnement. Donc la volonté d'aller de moins polluer, je pense que tout le monde l'a au fond de soi-même. On aimerait bien pas émettre d'émissions polluantes quand on roule en moto, ce genre de choses. Maintenant, la politique de la ville de Paris va très vite. Et à mon sens trop vite face aux industriels. Les industriels, ils sont tout à fait capables de s'adapter, mais il faut leur laisser du temps. Et je pense que s'il y a bien un véhicule aujourd'hui qui est sobre, aussi bien en termes de consommation qu'en termes d'émissions polluantes, c'est bien le PCX. Donc, laissons ces mobilités à ceux qui en ont besoin et travaillons pour l'avenir en donnant des échéances, ce genre de choses. Mais annonçons pas l'année dernière comme quoi le stationnement devient payant et comment font les gens Alors, peut-être un peu moins sobre, mais qui a beaucoup de succès aussi, c'est le Forza 750, qui s'est donc lancé à la poursuite du T-Max, qui fait partie des meilleures ventes de roues en France depuis très longtemps. Si on additionne les ventes du Forza 750 et du XADV,
on obtient un résultat supérieur au T-Max. Est-ce que c'est un demi-échec, une demi-réussite? Comment est-ce que vous le considérez? Moi, je considère que c'est un vrai succès. Ouais, Il était difficile, à mon sens, de combattre le T-Max frontalement d'accord. Ouais. parce que ça reste un très beau produit, que Yamaha a très bien su le faire vivre toutes ces années. D'ailleurs, on peut les féliciter. Je veux dire, il faut quand même reconnaître ce superbe scooter moto qui a plu à toutes les générations. Ouais. Maintenant, il fallait qu'Honda apporte une nouvelle solution. Ils l'ont apporté déjà en développant l'XADV, qui était un vrai pari risqué industriel, Ouais. parce qu'on arrivait quand même avec un nouveau modèle qui n'existait pas dans une gamme de produits qui n'existait Complètement pas, atypique, qui aurait pu complètement ne pas plaire du atypique. tout. Et le succès a été au rendez-vous. Merci à nos clients, merci à ceux qui ont fait confiance à la marque. Et puis de là, le Forza 750 est sorti. Alors est-ce que c'était volontaire ou pas, on ne le saura pas. Mais le but, c'est que ça correspond, encore une fois, aux besoins de nos clients. Ouais. Et en plus, avec une qualité de finition, une qualité de produit exceptionnelle. Donc Ouais. c'est ça qui est le plus important. On note aussi le retour du petit Dax. Alors, en complément, il y avait quand même le Monkey, Tout à fait. il y avait le Grom, le MSX. MSX. Est-ce que vous avez de l'attente sur ces véhicules-là? Est-ce que pour les vacances, là, vous avez eu des commandes? Alors on a des commandes, sauf qu'on n'a pas les motos, encore une fois. Mais moi je trouve, on en parlait tout à l'heure, l'histoire, on doit être dans son temps, mais aussi garder l'esprit de la marque. Et je pense que ça passe par tous ces modèles. Et je suis très heureux qu'Honda ait sorti le Monkey, qu'il sorte le Dax. Voilà, qui j'espère sortiront une Transalp. Voilà, ça fait partie de l'histoire de la marque. En plus, ça reste de vraie mobilité. Ça reste aussi des jouets pour adultes, ni plus ni moins. Ouais. Mais je pense que c'est aussi ça la raison de travailler, c'est de se faire plaisir. Et je pense que c'est important d'avoir ces petits jouets quand on peut se le permettre. Et moi, je suis très heureux que Honda arrive avec ces nouveautés qui vont plaire. Et on sait pertinemment qu'on n'en aura pas assez, c'est clair. Ouais. Dernière question. Vous vendez des motos, mais c'est pas tout non plus. Est-ce que je sais que vous avez par exemple organisé une sortie sur les bords de Loire tout récemment, qui a eu un certain succès. Est-ce que le boulot du concessionnaire, c'est aussi de faire rouler ses clients sur des journées pistes, sur des voyages comme vous le faites? Alors, je dois avouer, et je vais être honnête avec vos auditeurs, c'est que la facilité du travail ne nous obligeait pas à le faire auparavant. Ouais. Parce que la demande était là, le business était là. L'époque était différente aussi, Ouais. et nos clients n'étaient pas forcément aussi réceptifs D'accord. qu'aujourd'hui à cette demande. Et je pense que c'est extrêmement important de faire rouler nos clients, de les accompagner, de leur donner du package tout prêt pour pouvoir se faire plaisir. Et ça a été un vrai moment de plaisir pour nos clients qu'on va renouveler prochainement et pour lequel on vous invitera, si vous le souhaitez, à venir nous accompagner. Avec plaisir. Mais le but, c'est vraiment, et tous les concessionnaires le font souvent d'ailleurs en province, d'organiser des journées de balades, ce genre de choses. À Paris, c'est quand même plus compliqué parce qu'il faut déjà partir de Paris, revenir avec les embouteillages et tout ce que ça comporte. Mais en tout état de cause, je pense que c'est important aujourd'hui d'accompagner nos clients, de devenir l'expérience client va passer aussi par la vie de la concession et ça passera aussi par ces moments de balade avec nos clients. Alors, dernière question qui vient de m'apparaître. Est-ce qu'on pourra essayer cette moto à l'occasion de ce roulage? Non, bon, dommage, j'aurais essayé. Elle reste là. Sa grande sœur, puisque c'est celle qui a gagné Le Mans en 2006, est au musée Montegi au Japon. On a cet honneur d'être présent dans ce musée magnifique. Donc voilà, nous on a gardé le mulet et là c'est sentimental et on n'y peut rien. Elle bougera pas. Je crois que oui. Mais vous pouvez venir la voir si vous Avec désirez. plaisir en tout cas, n'hésitez pas. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. À bientôt et bonne route. Au revoir.